Merci d'être venus si nombreux. Je présume que la présence de nos intervenants y est pour quelque chose. Ou alors c'est le hasard qui vous a conduit devant la salle. Tiens, j'ai vu la lumière, je suis entré. Alors avant de vous parler, de leur laisser la parole, je voulais vous donner quelques informations pour l'association, en particulier les 2 dernières conférences du premier semestre 2023. Le 25, c'est comme il était prévu, Bernard Basseur, comment sortir du capitalisme. C'est un autre programme. Et le 8 juin, il était prévu que Henri Pénard-Ruiz, un autre habitué de nos conférences, vienne. Mais pour des raisons de santé, il a préféré reporter son intervention au mois de septembre, au 2e semestre, octobre. Et il est remplacé par quelqu'un qui, je ne sais pas s'il est là ce soir, c'est Christian Gilabert, qui était pressenti pour le mois d'octobre, justement, et qui va, le 8 juin, nous faire une conférence sur le monde viking, parce que je crois qu'on a beaucoup de lieux communs autour de cette civilisation, et c'est un parfait connaisseur de cette civilisation qui nous présentera donc le 8 juin. Voilà, ça c'est le programme. Le programme du second semestre est en cours de réalisation. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que le 21 septembre, nous commencerons le 21 septembre avec une conférence de Shlomo Sand, que vous connaissez sans doute puisqu'il est déjà venu dans nos conférences. C'est un universitaire israélien dont le thème sera apartheid et intégration. Je ne vous dis pas de quoi il parlera, vous avez compris. Voilà, ça c'était pour les informations habituelles. Une autre information habituelle concerne le téléphone. Je vous demande de les rallumer quand vous sortirez, ce qui permettra de nous passer de leur sonnerie. Et puis, dernier point, et après je m'arrête. Les subventions que nous recevons sont vraiment portions congrues. Notre seul moyen d'existence financière, et c'est important, ce sont les adhésions, et je vous invite à la faire, à renouveler ou à créer votre adhésion, ou bien à la fin de chaque conférence, comme ce soir, 2 paniers sont à votre disposition à la sortie pour mettre votre bol. Voilà, je n'ai terminé avec l'administratif. Et donc je ne pense pas qu'il soit utile de présenter ces 2 personnes. Ils sont connus au-delà même de nos frontières pour l'information. Ernest part à Brioude c'est pas loin. bientôt, c'est pas loin. Mais Edmond, lui, part en Syrie la semaine prochaine. Et donc, Ernest est très modeste, hein, parce qu'il a fait pratiquement le tour du monde avec ses œuvres. Et donc, c'est normal que je me passe de détailler leur biographie. Je voudrais cependant une chose, c'est qu'ils sont aussi des amis de la liberté, des membres fondateurs de l'association, et qui n'ont jamais failli leur fidélité n'a jamais failli. Ils ont toujours été à notre écoute et ont répondu toujours favorablement à nos demandes, dans d'autres lieux qu'ici, mais ici aussi. Il y a eu plusieurs conférences dans ce domaine. Vous avez vu, on va leur laisser la parole, vous avez vu leur dessin avec un I, et vous avez vu que le titre, il n'est plus là. Voilà. Oh. Ah, je le vois pas. Deux dessins en dessin. C'est l'émotion. Alors, 2 dessins avec un I, un dessin avec un E qui est rajouté. E comme Ernest, E comme Edmond, et E peut-être aussi comme engagement. Je vous laisse la parole. Comment on commence? Comment on commence?
déjà, puisqu'on est là, avant de commencer, je crois qu'il sera d'accord, on ne s'est pas consulté, il arrive à peine, et on repart tout de suite. C'est que, puisqu'on est là aux Amis de la Liberté, d'abord on a une pensée pour Louis Brock. Vraiment, vraiment, qui a beaucoup compté dans nos parcours. Vraiment, voilà. Ouais. Qu'est-ce que je... oui, je peux. Louis, on a travaillé tous les deux. Après, j'ai travaillé au Patriote. Ah oui, on est passé. Moi, il était directeur quand je travaillais. C'est ça, ouais. Au Patriote, puisque j'ai travaillé là. Ouais, donc, je le connais aussi. Qu'est-ce que... On va parler dessin. On va parler dessin. Quelque chose comme ça, on ne sait pas trop de quoi, parce que voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas parler de la tristesse dans laquelle nous a mis Macron avec la retraite. On ne parlera pas de ça. Hein, on ne parlera pas. Et nous qui avons 81 ans. On ne parlera pas de la tristesse, on va essayer de parler de la vie, au contraire, hein, d'opposer à la tristesse un peu de vie. Bon, eh bien, tu veux que je te pose des questions? Je pense ne sais pas comment on peut procéder, on n'avait pas préparé ça. Ouais, mais je veux dire que... On a fait une rencontre déjà. Vous savez, Edmond a eu un hommage magnifique au musée d'Angoulême, qui est la Mecque de, si j'ose dire, de la bande dessinée. Il lui avait fait un immense hommage, et dans ce cadre, ils avaient souhaité qu'on ait un dialogue sur le dessin tous les deux. Quoi, voilà. Alors, on va dialoguer sur le dessin aussi, on va recommencer notre... Le dessin, c'est quoi? C'est vaste comme truc, mais tu as une idée de me dire qu'est-ce que c'est le dessin? Écoute, je vais commencer la chose. Toi, tu as réfléchi, tu as écrit des livres sur le dessin. Parce que voilà. Moi, je me suis esquivé sur ça. Mais effectivement, nous ne travaillons pas sur le même plan. Hein. Je fais des bandes dessinées, et Ernest, il fait quoi? Il met des choses sur des murs, et il fait parler les murs avec ce qu'il met sur les murs. Moi, je mets des images les unes, souvent, pas toujours, mais les images les unes derrière les autres. Et j'ai fait des millions de dessins pour faire toutes ces images. Surtout que je ne fais pas de crayonné pour rester dans l'énergie du trait avec le pinceau. Si je travaille avec le pinceau, je fais tout au pinceau. Ça veut dire que je ne peux pas faire un crayonné avant. Ça veut dire que je commence mon dessin au pinceau. Mais je ne peux pas faire directement sur la page où je vais un peu m'appliquer, tu vois. Je fais sur des feuilles de papier 21-29-7 et puis je me décalque avec une table lumineuse sur l'original. Mais des fois, je ne suis pas content une fois, deux fois, trois fois. Ça veut dire que sur l'original, c'est le 8e dessin. Hein. Puis, parce que c'est un peu comme si je faisais des crayonnés. Hein. C'est un peu comme... Sauf que je fais... Ça a l'air direct. C'est vrai que c'est direct, mais en dessous, il y a eu plusieurs dessins qui sont passés. C'est un peu la même chose. Ça veut dire que un dessin, je l'ai fait 5, 6, 7, 8 fois. Comme j'ai fait des milliers de pages, j'ai fait des multipliés par 8. Ça veut dire que, à la longue, je me suis posé des questions sur qu'est-ce que c'est un trait. Qu'est-ce que c'est une tache noire sur du blanc. Qui ne sont pas les mêmes questions qu'Ernest se pose, puisque lui, il se pose des questions de qu'est-ce que c'est ce mur. Qu'est-ce que je mets sur ce mur en fonction de l'histoire de ce mur, de cet espace, de ce monde, de cette ville, de la personne que je mets sur le mur. Moi, c'est quelque chose avec du narratif, de la suite de quelque chose, d'une histoire.
Et la question de c'est la musique, je me pose la question de la musique, que je mets au-dessus de tout, et que s'il y a une bonne musique, ça fonctionne. La musique avec le dessin, la musique avec, entre ce qui est du dessin et du texte, la musique si j'écris, la musique si je danse, puisque la danse contemporaine m'a beaucoup apporté, mais ça, on va voir si on aborde cette question-là. Mais la musique, donc, en vérité, quand je dessine, alors que je suis incapable de faire une note une derrière l'autre, je fais de la musique. Voilà ce que je peux dire. C'est la seule chose. Donc je fais des abstractions. Je peins de la musique. Je dessine de la musique. La musique contient ce que je veux mettre dans mon histoire. La vie, j'ai dit la tristesse de l'autre Macron, là, j'essaye moi de mettre de la vie, et la vie, c'est de la confrontation, de l'opposition, confrontation, pour moi, dans les livres, confrontation, opposition, et bien sûr, l'auteur doit être en présence de cette confrontation, de cette opposition, en sachant que le blanc, c'est le silence, et la musique a besoin de silence, le noir, c'est des notes, et quelque chose d'autre aussi qui est la complexité. Parce que la vie, c'est de la complexité, la musique, c'est de la complexité. Voilà. Mais là, je te laisse. Voilà, non, mais voilà, sur quoi je travaille. Et Ernest, j'ai dit, non, tu travailles sur autre chose. Oui, c'est vrai que je vais essayer de... C'est difficile avec la façon dont tu as démarré. Je vais essayer d'en parler. Je veux dire que, oui, Edmond, quand il fait un trait, je sais qu'une fois j'ai été amené à écrire ce trait. Et j'avais vu deux traits d'Edmond. Deux traits d'Edmond, deux traits horizontaux qui traversaient une feuille. Et j'ai tout de suite vu que c'était le quai du port et la digue. C'est-à-dire qu'avec son trait, on comprend que dessous c'est de l'eau et que dessus c'est du ciel. Voilà, c'est la qualité de son dessin. C'est-à-dire que le dessin permet de saisir, de comprendre. Et quand il dessine, mettons des pierres. Là, vous savez, il est en partie de Villars, là où il a de très beaux dessins sur la campagne, sur l'arrière-péri. On pourrait parler de ces arbres, parce que dans son dernier livre, ils sont essentiels. Et si on démarre sur les arbres, il va nous faire un numéro de philosophie terrible. Donc, je pense, par exemple, au mur. Le dessin permet de comprendre. Vous voyez ? C'est-à-dire que si on dessine, quand il dessine un mur, on comprend comment le mur s'est construit. Vous voyez ? Il s'inscrit dans l'histoire des gens qui ont fait le mur en le dessinant. Vous voyez ? Moi, j'ai compris comment Petra, vous savez, Petra c'est très compliqué, et j'ai compris comment Petra s'était constituée parce que je l'ai dessiné. C'est en le dessinant qu'on le comprend. Ouais, je ne veux pas faire le malin pour citer Goethe qui a dit ce que je n'ai pas dessiné, je ne l'ai pas vu. Voilà. Et le dessin permet de comprendre, de saisir. Voilà. Et c'est vrai que moi, mon dessin j'utilise le dessin d'une autre manière, je prends une espèce de distance, quoi. Je veux dire que moi, j'essaie de... je procède un peu, au fond, comme tu l'as dit. C'est-à-dire, quand j'envisage de travailler sur un lieu, comme tu as esquissé ça, c'était très juste, je travaille sur un lieu, j'essaie de faire une appréhension du lieu, de peintre ou de sculpteur, j'y vais à toutes les heures de la journée, j'essaie de comprendre l'espace, la texture du mur, la couleur, la façon dont on va le découvrir, d'avoir une saisie sensuelle du mur, comme un peintre. Et j'essaie de saisir tout ce qui se voit dans un lieu, et simultanément, par la lecture, en parlant avec les gens, beaucoup par la lecture et les livres, j'essaie de saisir tout ce qui ne se voit pas dans un lieu. Sa mémoire, son histoire, tout ça. Armé de toute cette, nourri de toute cette connaissance du lieu,
j'essaie d'élaborer une image comme si elle était née du lieu, en quelque sorte, de cette histoire, des qualités plastiques du lieu et tout ça. Donc, en parlant, je raconte jamais ça. Donc, ça commence par beaucoup comme tu le fais, et moi je calque aussi, j'ai aussi une table lumineuse. Je fais beaucoup de dessins très rapides, expressionnistes, très, qui ont une vigueur, qui sont plus dynamiques que les dessins qu'on connaît du moins, qui sont plus rapides. C'est la main et la recherche. Le dessin, c'est quand tu disais qu'on ne sait pas au début, tu dis le dessin c'est l'humanité, quoi, c'est l'homme et la pensée, quoi, c'est la main et le cerveau, c'est un signe d'humanité, exactement. C'est ça que ce qu'on a en commun, par le fait qu'on dessine, c'est un choix éthique de dessiner. Vous voyez, par les temps qui courent, noyé par le flot d'images fausses qui durent rien, qui durent un millième de seconde, qui n'ont pas de réalité. Choisir de dessiner, c'est un choix éthique, presque politique. Vous voyez, c'est affirmer une espèce de résistance de dessiner. Il y a une chose de cet ordre. Donc, c'est une parenthèse. Ce qu'il y a, quand je vois ton travail, c'est pas qu'on va passer notre temps à se faire des caresses, très bien. Mais pourquoi pas? C'est que quand je vois ton travail sur un domaine quelconque, que ce soit tout ce que tu as fait, quand je le vois, ça paraît évident, comme si ça avait été de tout temps là. Comme si cette chose, c'est ton travail en amont qui fait cela, mais quand je vois ce travail sur un mur ou sur... C'est comme si c'était évident, comme, voilà, en vérité c'était là, il n'y avait plus que... Il y a quelqu'un qui est venu et qui est là. C'est comme ça que je le sens. Mes dessins sont une quête de ce qui est enfoui. C'est-à-dire, je fais remonter à la surface, je viens réactiver les choses qui sont dans les lieux qu'on a oublié. Un des graves problèmes de notre époque, c'est l'amnésie, quoi. Et l'amnésie, c'est la barbarie. Je veux dire qu'on travaille sur la mémoire, et moi, mes images viennent réinscrire l'histoire humaine dans les lieux, enfin remonter l'histoire. Mais pour revenir sur le processus, je mets assez longtemps à faire tout ça. Je fais ces images très rapides. Par exemple, il est passé l'image là tout à l'heure que j'ai vu passer. Là, c'est Betty Albrecht dans la prison de Lyon où elle a été torturée du temps de. Oui, il est passé l'image de Pasolini qui portait son corps. Mais ça, c'est venu du dessin. Voilà. Je vous dis comment les images naissent. Hein. Voilà, c'est ce qu'on est là, je vous raconte. C'est au 40e anniversaire de l'assassinat de Pasolini. Je vous dis, c'est incroyable. C'est comme s'il nous avait prévenu, quoi. Vous voyez, c'est la Sibylle Pasolini. Dès les années 50, dans les écrits corsaires, il nous dit cette espèce de déshumanisation qu'amène cette forme de capitalisme basé sur la consommation, cette espèce d'hédonisme bidon qui fait croire qu'il y a une liberté en fait qui amène à la marchandisation du corps. Vous voyez, c'est toutes ces désirs de liberté qui sont dévoyés. Il nous a prévenu tout ça. Il a prévenu tout ça. Et je voulais faire cette image un peu comme s'il nous disait « Qu'est-ce que vous avez fait de ma mort ?» Vous voyez, voilà, vous voyez une chose de toi. Et je ne trouvais pas la solution. C'est par le dessin, en cherchant, que peu à peu s'est imposée cette image, voilà, et qui, mais elle est nourrie je savais où j'allais les mettre, je savais que faisant une référence à Pasolini, il fallait, tout en faisant un dessin très réaliste, faire résonner du sacré dedans. Vous voyez, je veux dire, il y a plein de tout ça. C'est-à-dire que ce dessin, par exemple, je le dessinais. Vous savez, il a été assassiné sur une plage entre Rome à Ostia. Et il y a des photos de son corps avec ses jeans, ses bottes, son t-shirt. J'ai fait un dessin hyper réaliste. Vous voyez, n'importe qui a vu la photo du corps de Pasolini dans le sable
le reconnais comme ça. Mais en même temps, je le mets dans une position d'une pietà. Vous voyez, j'affirme ce qui est une permanence aussi chez lui, c'est-à-dire faire un réalisme très cru, tout en faisant résonner les grandes voix du passé, les grands mythes qui ont fondé notre culture, Dante ou Léopardi. Vous voyez, il y a ça chez lui simultanément, quoi, voilà. Et donc ça arrive par le dessin, mais quand j'ai trouvé cette idée, lui-même portant son corps, j'ai ramé, en ayant tout lu, pratiquement toute son œuvre, j'ai dit, merde, mais j'aurais dû y penser tout de suite. Cette idée du dédoublement, c'est une permanence chez lui. Vous voyez, je veux dire, dans son dernier livre, Pétrole, il y a, mettons, deux Carlo, et Carlo, c'est le nom de son père. Vous voyez, il y a tout le temps cette idée de dédoublement et cette idée de la mort, parce que son frère a été tué, communiste, tué par un autre courant communiste, a été fusillé, et il s'en sentait responsable. Donc c'est une permanence. Il faut dire que c'est le dessin qui me fait émerger l'idée. Et après, j'ai ce problème, j'insiste un peu, excusez-moi, j'ai un problème, c'était le problème spécifique, c'est que pour les mettre dans les rues, je ne peux pas exposer un dessin lyrique expressionniste dans les rues. Mais ce que je mets dans la rue, il faut que ça apparaisse comme un signe. Vous voyez, je veux dire que si je dessine un personnage, je n'essaie pas de faire le dessin d'un personnage, j'essaie de faire le dessin d'un dessin de personnage. C'est-à-dire que j'affirme que c'est un dessin, comme un dessin au carré. C'est-à-dire, mais je ne sais pas si je suis clair avec ça. Vous voyez, je veux dire, je ne sais pas de faire, je ne fais pas un dessin réaliste qui voudrait faire prendre le signe pour le sujet. Vous voyez, je ne fais pas de trompe-l'œil. J'affirme que c'est une fiction. J'affirme que c'est Brecht qui dit il faut montrer et montrer qu'on montre. Vous voyez, donc c'est la distanciation. Les gens de théâtre connaissent ça mieux que moi. Il y a cette idée-là, affirmer que j'interviens dans un lieu, dans toute sa réalité, dans toute son histoire, sa mémoire, ses qualités plastiques, tout ça, et je glisse un élément qui s'affirme comme un élément de fiction. Oui. Et c'est le dessin qui joue ce rôle. Après, donc il faut, c'est plein de contradictions, il faut qu'il y ait assez d'effets de réel pour que la rencontre suggère une présence, pour qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une émotion et tout ça, et en même temps assez d'effets de distance pour affirmer ce que je vous dis, la fiction. Vous voyez ? Et donc, le plus gros dans mon travail de dessin, c'est de trouver cet équilibre. Alors, qu'est-ce que c'est qui nous lie? Mais c'est la totalité. Donc, son questionnement, c'est avec Pasolini ou Gauguin ou Napoli, les gens avant, il y a longtemps, l'histoire, faire remonter les choses, c'est la plupart du temps des êtres humains ou des poètes comme Neruda ou c'est le fondement des êtres humains qu'il met en avant du passé ou d'un passé récent ou très ancien. Eh bien, on est né dans le même quartier de Riquier, à 2 rues de différence. Moi c'est Smollett, toi c'est Oresti. C'est pas loin. Je te coupe, mais ma mère est née dans la maison mitoyenne d'ici. Ah oui. Sur la place Garibaldi. On est né à 1 mois de distance, il est plus vieux d'1 mois, 2 mois, donc je lui dois le respect. En 1942, une année plutôt, c'est l'année de la rafle, c'est le temps de la rafle du Veldiv. On est né, voilà, dans cette période-là. On ne savait pas, mais quand même, c'est resté dans quelque chose. Et on a des parents qui étaient, ils ne faisaient pas les mêmes métiers, mais disons de la classe qu'on appelle populaire. Hein. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui font que nous sommes proches. Nous avons pris d'autres manières de s'exprimer, mais en vérité, donc,
Pasolini, Odin, Neruda, Mandela ou les endroits où tu as travaillé dans les villes. Et ce que je fais avec les livres, des portraits, que ce soit celui de ma mère, que ce soit celui de mon frère ou de mon grand-père, ou de gens... Pardon, je te coupe, mais quand même, tu as fait Théorème de Pasolini. Oui, aussi. Tu as fait les journaux bien sûr, aussi. Ce sont les poètes que j'ai saisis. Que tu as aussi. Donc, ça se recoupe. Et pour mon travail, le travail de... Je ne sais pas, hein, j'analyse, je ne veux pas être un théoricien de ce que nous faisons, mais tu révèles quelque chose qui est enfoui et que donc tu t'es approprié pour remettre. Moi, j'essaye continuellement dans mes livres de dire l'enfant que j'étais, comme tu dis l'enfant que tu étais à travers le monde dans lequel tu te promènes et que tu te révèles. Moi, c'est dire je suis un être humain, juste un être humain, pas plus et pas moins. Et il faut dire que je suis arrivé, je vais parler 2 minutes de cela, je suis arrivé dans un monde qui est la bande dessinée, toi, le monde des murs en avant de beaucoup d'autres. Mais le monde de la bande dessinée, quand j'y suis arrivé, c'était plutôt les aventures ou de Tintin ou des aventures de cow-boy, l'aventure physique. Et j'ai voulu, parce que c'est pas que j'ai voulu, je ne pouvais pas faire autrement. Il me fallait parler des gens de mon village, des gens de mon quartier, des gens qui étaient autour de moi. Il me fallait parler de cela, comme il fallait parler de gens dont il avait été fait, moi aussi, des gens qui m'ont fait. Et il fallait que j'emploie d'autres moyens que ce que faisait la bande dessinée jusque-là. On ne peut pas parler de son grand-père comme on parle d'un personnage héroïque de bande dessinée. Il me fallait trouver d'autres moyens. Pourquoi je voulais dire cela? Pourquoi je voulais parler de mon grand-père qui ne savait même pas bien parler français, qui ne parlait que le gawat, enfin le niçois bâtardi, de l'arrière, non pas que l'arrière-pays à bâtardi, bon, un niçois de l'arrière-pays. Donc moi c'était ça, c'est pareil. Et pourquoi mettre cet homme-là? Vous voyez, c'était politique, ça a toujours été politique pour moi. Quand j'ai raconté l'histoire de mon grand-père Carnet, qui était un enfant de l'assistance, c'était tout simple. C'était que dans le village Villars-sur-Var, eh bien, toutes les places, toutes les rues, c'était des anciens maires qui étaient eux-mêmes des notaires ou des docteurs, quoi. Et mon grand-père, c'était un espèce de clochard, quoi. Il gagnait sa vie à refaire les murs de pierre sèche que tu as dit. C'était rien. Et je me suis dit, si je parle de lui, il va être plus connu que tous les docteurs qu'il y a eu dans ce village. Ce qui a été fait. Mais c'est ça, faire remonter les choses. Toi, tu les fais revenir sur... comment on en reparle, à ta manière. Moi, je l'ai fait exister dans un monde où ces gens-là, ma mère ou tous ces gens que je dessine, quelquefois je fais le portrait, je le donne, c'est des gens qui n'existent pas. Enfin, ils sont autant existants que n'importe qui dans le monde, mais dont les projecteurs ne vont jamais. Toi, tu mets des projecteurs sur des gens qui énormes quelquefois, ou des morceaux de ville ou des espaces énormes, mais tu remontes l'histoire de ces gens-là. Tu dis, qu'est-ce que toi, Ernest, ça t'apporte, ces êtres-là? Qu'est-ce que tu en fais, toi, en tant qu'individu, Ernest, avec ce que ces gens t'ont donné, ce que ces gens t'ont fait, et comment ils t'ont fait? Moi, je dis comment les gens m'ont fait, ces gens de rien,
comment les gens de rien, mais attention, hein, pour moi il n'y a pas de gens de rien, hein. Tout le monde est aussi important que le plus grand, quoi. Il n'y a pas de grand et de petit, voilà, c'est tout. D'abord, qui a lu tes livres le sait, quoi. Tu dis, voilà, ça, voilà. Tu dis ça à chaque fois. Et je mets, oui, exact. Et c'est de dire, voilà, nous sommes ensemble et nous vivons un même moment, une même période, et ces êtres humains sont tellement vivants, tellement vrais, et là, notre travail est très proche dans cela. Ouais, notre travail se rejoint, sauf que j'utilise un monde qui est la bande dessinée, cette façon de s'exprimer, qui est, et que j'ai malmené. On m'a, au début que j'ai faisais cela, on a l'éditeur qui a osé m'éditer, je le dis, qui a osé m'éditer au tout début, les éditions d'Argo et Casterman l'ont appelé à une réunion, mais c'est il y a longtemps, il y a juste 40 ans, mais enfin, ça fait longtemps. Ils l'ont appelé, ils l'ont fait venir pour un repas, et puis ils lui ont dit à ce repas, il ne faut pas faire travailler Baudouin, parce que Baudouin fait de l'art, et la bande dessinée, c'est pas de l'art, et donc c'est un fossoyeur de la bande dessinée. C'est les mots, hein, les mots. Mais aujourd'hui, ce que j'ai fait à l'époque, c'est du classique que n'importe quel jeune qui commence, il le fait. Donc voilà ce que nous faisons. Après c'est repris, après c'est refait, mais c'est normal. Et c'est bien. Mais moi, si j'ai fait ça, c'est pas parce que je voulais casser la bande dessinée, c'est parce que c'était un domaine qui... je voulais raconter autre chose que la guerre des mondes, quoi. Enfin, la guerre des mondes, c'est très bien, mais autre chose que l'attaque de la diligence, voilà. Oui, mais c'est évident, en fait. Non, c'est sûr. Regardez son livre « Les fleurs du cimetière », là, vraiment, c'est une merveille. Pour les gens de notre génération, c'est une espèce de bilan, de réflexion. C'était vraiment très, très trouble. Il faut lire ce livre. C'est une merveille ce qu'il a fait. Vraiment, Ma mère avait Alzheimer. Je veux raconter, elle était encore vivante. Je veux raconter Alzheimer. Qu'est-ce que ça me fait à moi, son fils. Et une fois, là, dans le quartier de Riquier, elle était là, dans un premier temps, je vais la chercher et on me dit, on lui a mis des couches. Waouh, je vais aller la promener et elle a des couches. Et moi, je suis sorti de ce ventre-là, et maintenant, ce ventre, il ne tient plus rien. Maman. Alors, à un moment donné, sur la rue, je lui dis, bouge plus. Elle bouge plus, je la dessine. Et en même temps que je la dessine, je lui dis, maman, écoute, tu étais une chèvre, tu aimais courir dans la montagne, tu étais... mais là, ça ne sert plus à rien, là, ce que tu vis, là, ton cœur, là, ça ne sert à rien qui continue à battre. Alors décroche-toi de la branche. Je lui dis ça dans la rue. Elle ne comprend rien, bien sûr. Mais moi, je le dis. Et plus tard, chez moi, je réduis le dessin que j'ai fait parce que je fais le montage avec les pages. Mais c'est le dessin de ma mère. C'est le dessin que j'ai fait dans la rue. Et je veux aller au plus loin parce qu'il y en a d'autres qui vont lire ce livre et qui ont un oncle, une maman, un pépé qui est dans cet état. Et qu'eux aussi se disent, maintenant décroche-toi de la branche. Mais seulement, je le fais. Je le fais pour dire que je suis un être humain, que ma mère est un être humain, que moi j'ai envie qu'elle meure. Elle n'est pas encore morte. Et je le mets dans un livre. Mais avant de pouvoir faire cette page, je l'ai déchirée 8 fois la page. J'avais l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Moi qui ne crois pas au ciel, mais voilà, que c'est interdit de faire quelque chose comme ça. Mais
c'est là que la bande dessinée n'était jamais allée, là, dans ces zones-là. Comme des fois, quand tu fais des choses avec... Bien sûr, parce qu'on ne peut pas dire ce que tu fais, c'est de la bande dessinée, c'est autre Mais, chose. voilà, C'est autre chose, tu fais autre chose. Tu fais des romans. Alors, si on t'a permis de... c'est pas un hasard, si on t'a permis de faire théorème, qu'on t'ait donné cette autorisation, c'est que les gens savent que tes dessins, c'est pas de la bande dessinée. Ou le journal Le Voleur de Jean Genet, ce que tu as fait avec ces textes. Après, c'est avec les tiens. Voilà, mais et tu travailles, je sais que tu travailles de la même manière. Des fois, tu te dis, c'est interdit ce que je fais. Des fois, tu... Mais ce que tu disais, ouais, quand tu chopes les gens que je cite, c'est parce que moi, je ne sais pas le faire comme tu le fais, et les personnages que je saisis, mettons les poètes sur lesquels je travaille, c'est parce que des fois, en rigolant, je dis, comme je suis athée, je n'ai pas de saint pour incarner des valeurs. En fait, c'est pas vrai, d'ailleurs, je ne me suis jamais gêné de prendre dans l'iconographie chrétienne, c'est un cadeau pour nous de toute façon. Mais de saisir ces poètes, ils les incarnent, ils incarnent à la fois leur temps, leur pays, leur monde, c'est-à-dire il y a la conjugaison de leur œuvre et de leur destin tout le temps, ce que je prends. Je veux dire que Mayakovsky, c'est le poète de la révolution bolchevique, c'est le grand poète de la révolution, et son suicide, ça nous dit le stalinisme, il voit venir, et il se suicide. Je veux dire qu'il porte tout ça. Ou Darwish, aujourd'hui, il n'y a qu'à lire ses poèmes, il incarne la violence qu'on fait au peuple, à la Palestine. Je veux dire, tu ne choisis pas poètes, par hasard ces poèmes. Bien sûr, il s'agit des gens dont la conjugaison, elle a fait la qualité de l'œuvre et la conjugaison avec le destin. C'est Desnos qui meurt à Thérésine, c'est Artaud, c'est bien entendu. Donc je saisis ces personnages. Je ne sais pas expliquer comment. Ouais, parce qu'ils incarnent des choses que je voudrais dire, et qui, voilà. Et plus récemment, puisque je vois qu'il y a les amis qui l'ont publié là, j'ai essayé de travailler sur Jacques-Stéphane Alexis, qui incarne tous les espoirs de Haïti, de la violence qui est faite à ce peuple et tout ça. Ce personnage incarne tout ça. Et nos amis ont publié, il faut lire le livre le voyage vers la Lune de la belle amure humaine, hein, qui raconte un peu. Il faut lire aussi les œuvres de Jacques-Stéphane Alexis. Hein. Il faut lire ce livre qui vient d'être publié, qu'on ne pouvait pas trouver depuis 20 ans. Voilà, merci, les éditeurs sont là avec nous, c'est l'Armourier, vraiment. Non, merci beaucoup. Voilà. Et donc, Jacques-Stéphane Alexis est de ce genre de poète dont la conjugaison de l'œuvre, le rôle, la vie, le drame, puisqu'il meurt tué par les tontons Macoute, incarne tout ça. Mais là, je suis en cours d'un travail là-dessus, mais j'ai dû arrêter à cause de la situation à Haïti. C'est pas possible d'aller coller des trucs dans les rues de Haïti en ce moment. Non, je crois pas. Hein. C'est matériellement pas possible. Ouais. Je ne sais pas comment continuer le dialogue, mais il y a plein de choses. J'ai plein de notes. Vas-y, toi. J'ai un projet de livre en ce moment. J'ai un projet de livre. Alors je vais prendre des notes de tout ce que je voudrais dire. Non, mais je ne peux pas le faire. Je peux pas. Je me rends compte, c'est trop. C'est pour moi un bouquin, je ne peux pas le faire comme ça. Peut-être si certains d'entre vous ont très envie de me poser une question. Peut-être que c'est bien comme ça, oui, hein, oui, en vérité. Je ne sais pas. Puisque vous avez entendu les choses, comment ça se passe l'un sur l'autre, quoi, un petit peu. C'est un peu engagé là, quand même. Non, mais alors, qu'est-ce que... Alors, continuer, oui, je ne peux pas rester que sur la bande. Non, c'est très beau ce que tu racontes. Mais... Vraiment, c'est complet. Hier soir, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait Ariane Ascari, une grande amie, qui a raconté aussi ça. Elle est très proche, très proche. Moi, c'est une amie très très proche. Elle était très émouvante hier soir à la grande librairie. Et il y avait avec elle 2 auteurs magnifiques qui ont dit ces choses-là complètement. Et Ariane dit ça. On ne parlait pas de choses tristes. Pardon ? On a dit qu'on ne parlait pas de choses tristes.
Et non, on parle pas de choses tristes, non? On y- Marianne Ascaride, c'est pas triste. Je sais pas si tu veux, si quelqu'un, hein, moi, c'est parce que nous on peut parler, on se rencontre, bien qu'on soit parti de Riquet, on habite tous les deux à Paris. Je pense partir de Paris quand même, il y en a assez. C'est difficile. Ah ben ça, vous vous rappelez? Profitons qu'ils sont là tous les deux pour leur poser des questions. Ça vous intéresse? Voilà. Ouais, ben ça c'est une des premières interventions que j'ai faites, parce que c'est très vieux, c'est 74. C'est en 74. J'avais vraiment reçu comme un truc très humiliant que Nice soit jumelé avec l'Afrique du Sud, quoi. Quelques mois avant, les Nations Unies avaient déclaré l'apartheid crime contre l'humanité. C'était pour nous qui sommes petits-fils d'Italiens venus, la plupart d'entre nous, c'était vraiment déshonorant pour notre ville. Et je trouvais ça scandaleux. Et j'ai pris l'initiative, voilà le problème du dessin. J'ai d'abord fait un personnage derrière des barbelés. Une fois que j'ai eu fini un homme derrière des barbelés, je me dis, ça ne dit pas l'injustice, la violence de l'apartheid. Il fallait qu'il y ait des enfants, vous voyez, puis ensuite j'ai même fait une affiche d'une femme enceinte, parce qu'avant même de naître, ils étaient condamnés. Voilà. Et donc j'ai imprimé plusieurs centaines de ces sérigraphies, et j'ai appelé les copains, parce que je venais de m'installer à Paris. J'ai appelé notamment André Riquier, mari de Jacqueline. J'ai une photo où il est en train de coller avec nous. Je leur ai donné rendez-vous à la place Saint-François, avec plein de seaux, et avec la fontaine de la place Saint-François, on a fait des litres de colle, et on s'est répartis pour coller depuis la preuve sur le chemin, parce que le clou de ce jumelage Nice-Cape Town, c'était le match de rugby des Springboks au stade Saint-Augustin. Donc on a collé sur le parcours et tout ça, un peu les absents, quoi. Ce que cachait la ségrégation, que cachait cette fête indigne pour notre ville. Voilà. Et cette idée, c'était de faire de l'événement même l'œuvre, si vous voulez. Vous voyez, quelquefois, on a dit que je faisais des œuvres en situation. En fait, j'essaie de faire œuvre de la situation. Vous voyez, et en glissant un élément dedans, un élément poétique qui vient jouer ce rôle. Ça, c'est une photo de Michou Strauch, vous qui l'avez connu, qui était très proche de nous. Voilà. C'est elle qui a fait cette photo sur la prom. Ben oui. Ce collage a changé ma vie, ouais, a eu une grande répercussion dans ma vie, parce que le comité des Nations Unies contre l'apartheid m'a envoyé un télégramme de soutien me remerciant, voulant me rencontrer. Ils ont envoyé quelqu'un à Paris qui m'a dit, vous savez, on essaie de convaincre les artistes de ne plus aller en Afrique du Sud. On a réussi à convaincre les sportifs, mais les artistes y vont toujours. Il faudrait qu'il y ait une initiative dans le milieu de l'art. À ce moment-là, j'avais l'honneur, c'était pour moi, ça avait été important, Jacques Derrida m'avait demandé de faire des dessins dans un de ses livres. Donc je rencontrais souvent Jacques Derrida. Et un soir, il y avait Antonio Saura aussi. Et tous les trois, tous les deux, je leur raconte ça. Et on se dit, on pourrait faire une initiative. On a l'idée, musée des artistes du monde contre l'apartheid. On bâtit des statues. Et je vais présenter le projet aux Nations Unies à New York. Qu'ils acceptent de le soutenir. À ce moment-là, il y avait Armand, qui était à New York, je l'appelle, il vivait avec une femme rare. Il me dit, je t'aide. Il me dit, tu vas à Rauschenberg? Je dis, ah ben, ça nous aiderait bien. Il appelle, il me dit, tu vas à Rauschenberg, tu veux Liechtenstein? Voilà. Et donc, ça fait que je suis rentré de New York avec les plus grands artistes américains. Vous voyez. Du coup, j'ai pu appeler Ta pièce, Soulage, et on a réuni une collection assez extraordinaire qu'on a fait circuler dans 48 pays à travers le monde pour dénoncer le rôle de l'apartheid, sa négation de l'homme, sa négation de la culture. Et on avait, avec Antonio Saura, qui était espagnol, on avait dans les statuts spécifié que les œuvres, en reprenant l'idée de Guernica, vous savez, Picasso avait dit que le tableau ne rentrerait que dans une Espagne démocratique, on avait écrit ça. Les tableaux appartiendront au premier gouvernement démocratique d'Afrique du Sud. Donc quand Mandela a été élu président, je suis allé porter tous les tableaux.
Voilà, donc il y avait pour 1 milliard de tableaux. Donc j'ai été reçu par Mandela, comment il s'appelle, le cardinal Edmond Tutu. Plusieurs fois, lui, il était très sympathique, tout ça, voilà. Et du coup, après, comme vous avez peut-être vu, j'ai travaillé ensuite en Afrique du Sud, voilà. Oui, ce que nous faisons nous amène toujours un pas plus loin, toujours plus loin, à être plus de responsabilité, chaque fois un peu plus de responsabilité. Et la responsabilité est une chose extraordinaire c'est pas quelque chose qui écrase, mais dans le même ordre, je voulais aller au Mexique sur la frontière Ciudad Juárez avec El Paso, parce que là j'avais appris, mais le livre de Roberto Bolaño le disait aussi, je l'avais lu, de 1666, qui parlait des femmes qui étaient exécutées sur la frontière. Alors je voulais aller rencontrer ces femmes parce que je me disais, elles vont me dire quelque chose de leur courage. Comment font-elles pour aller avoir le courage d'aller dans une ville comme ça, travailler et peut-être risquer leur vie à être violées, et parce que quand on viole, après on assassine pour pas que la personne violée puisse nous dénoncer. Donc elles étaient assassinées aussi dans et j'avais demandé de l'argent à l'État français pour ça. J'avais eu une bourse Stendhal, j'ai pu aller au Mexique, j'avais de l'argent, j'ai pu aller à Ciudad Juárez, mais avant que tout cela se passe, le président Calderón de l'époque avait déclaré la guerre aux narcotrafiquants. Alors j'arrivais dans une ville en guerre, et donc il y avait le couvre-feu, et c'était dangereux. Enfin, mais c'est dangereux, c'est notre domaine. On peut mourir n'importe où, mais c'est vrai qu'il y avait 20-25 morts par jour dans cette ville. Mais bon. Et j'ai pu travailler, j'ai pu faire seulement, quand c'est une guerre, les femmes, on ne compte plus qu'elles meurent, parce que ça fait partie de la guerre. Donc mon plan, hop, il avait explosé. C'était la guerre, c'était tout le monde là qui était. Donc j'ai fait le portrait de gens qui étaient là, et au lieu de me préoccuper des femmes, je me suis préoccupé de tout le monde quand je pouvais, parce que les rues c'était difficile. On m'avait donné, quand je suis arrivé, les gens ont eu tellement peur de me laisser dans la rue comme ça, que j'avais un Mexicain avec moi, non pas armé, mais qui des fois venait me taper sur l'épaule, me dire maintenant il faut changer de quartier parce qu'on commence à te repérer là, parce que je risquais pas de mourir, mais je risquais d'être enlevé, puisque je représentais de l'argent, puisqu'en plus j'avais eu de l'argent de l'État français, donc l'État français aurait été obligé de payer voilà, ma libération, s'il avait voulu payer la libération. Mais faisant cela, le livre a été tout de suite traduit au Mexique, avant la France, parce que pour les Mexicains, c'était fou que deux types, j'étais avec un ami, deux types puissent aller à Ciudad Juárez, alors que les gens fuyaient Ciudad Juárez. Comment ces deux-là, ils vont là et ils font un livre. Parce que la question que je posais, quand je fais un livre comme ça, je fais le portrait de la personne, comme le portrait de vous. Et puis, je donne le portrait, parce que c'est un échange. Et en échange, la personne répond à une question. Là, la question, dans un pays où on meurt beaucoup, la question était « Qu'est-ce que c'est votre rêve de vie ?» pour inverser les choses. Et je donne le portrait, mais je photographie le portrait pour pouvoir le recopier le soir même dans le livre.
il faut que je le fasse le soir même, parce que sans cela, j'ai plus la sensation des yeux, de l'atmosphère, de comment elle était avec moi, de comment... Donc c'est tout de suite. Bon, voilà, ce livre existe. Et il y a 2 sociologues colombiens qui passent au Mexique, à Mexico, qui vont dans une librairie, qui voient ce livre, et eux n'arrivaient pas à rentrer en contact avec les paysans colombiens, parce que les paysans colombiens voyaient arriver 2 bonhommes, ou même un homme et une femme. C'était un homme et une femme, là en l'occurrence, sociologues, qu'ils ont peur, ils répondaient à aucune question, parce que si c'est des paramilitaires, ils sont morts, ou leur famille. Et ils se disent, 2 dessinateurs qui font des portraits, c'est possible. Alors ils nous invitent. On va là-bas, et effectivement, on va dans les villages, c'était la guerre avec les FARC, et on a fini par rencontrer les FARC, parce que les FARC ont voulu nous rencontrer, parce que, ils voulaient dire ce que pensaient de tout cela, et comme on était dans les villages où les FARC étaient partout, et voilà. Et d'une chose comme ça, d'une chose à l'autre, on est toujours entraîné à se retrouver dans des situations où tu te dis qu'est-ce que je fais là, quoi. On n'a pas eu peur quand on était chez les FARC, on avait peur que d'une chose, c'est que des hélicoptères de l'armée nous avaient suivis et voilà, mais c'est un processus qui fait comme cela quand on... Et un jour après, faire des portraits, ça fait que je vais à Alep donc dans quelques jours, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Mais toujours dans ce rapport, les gens savent à travers le monde ce qu'on fait, et ils nous demandent, et tu ne peux pas dire non, c'est de la vie, c'est de l'humanité, et donc on ne peut pas dire non à l'humanité, c'est donc responsabilité. C'est une chose importante aussi. Je disais tout à l'heure qu'il y a dans la musique de la vie, il y a aussi cette chose de la responsabilité. On est responsable, quoi, de ce que nous faisons. On a fait des choses un peu de même ordre. Parce que j'ai fait au Chili, c'était mon voyage au Chili, ça a été la même chose. J'étais en Pinochet, j'ai trouvé. On a des sollicitations un peu de même ordre. Bien sûr, oui, oui. Quelque temps après, ce que j'ai fait en Colombie, il y a eu l'Amérique latine, c'est fabuleux comme intelligence, l'Amérique latine. Je suis invité à la Cumbre pour la Paz à Bogota. Qu'est-ce que c'est ça? Mais je suis invité à la conférence pour la paix. Et c'était magnifique, parce que je ne comprends pas pourquoi ils m'invitent. Et je parle comme à vous, devant beaucoup de personnes qui avaient des trucs dans les oreilles, parce que je ne sais pas parler espagnol assez bien pour qu'on me comprenne. Et je raconte ça, qu'on est dans les villages et qu'on fait des portraits, que voilà. Et je me dis, qu'est-ce que c'est la Cumbre pour la Paz? Eh bien, fabuleux. On n'a pas fait ça en Europe avec l'Allemagne de l'Est, le mur qui tombe, on fait pas cela. Et là, il y avait 40 ans que ce pays était en guerre, ça commençait les discussions à Cuba, hein, de quelque chose qui n'est pas encore la paix vraiment, mais qui commençait quelque chose là-dessus. Et ce qu'on avait fait, nous, eux, dans leur idée, c'était comment remettre de la culture dans un pays où il y a 40 ans qu'il y a la guerre. C'est fabuleux ça quand même, hein. C'est vraiment l'Amérique latine. Et je raconte ce que j'ai fait, et après j'en vois des femmes parler, j'écoute, après je suis dans la salle, qui font la même chose qu'on avait fait, mais comme il n'y avait plus la guerre, elles pouvaient le faire, des femmes qui allaient voir les paysans pour leur poser les mêmes questions. Qu'est-ce que vous avez vécu dans ce temps de 40 ans de guerre? Et je me rends compte, elles ne copiaient pas ce qu'on avait fait, elles n'avaient pas lu le livre, mais elles faisaient cela. Et pourquoi elles faisaient cela? Pour garder la vérité de cette histoire-là, des 40 ans de guerre, avant que Wikipédia
reconstruisent l'histoire. Là, tu te dis, waouh, c'est intelligent, voilà, c'est l'intelligence des peuples. Il y avait de tout, du Chilien, des Mexicains, il y avait de tout dans cette... Magnifique, magnifique. Bon, mais ces responsabilités, ces choses, ils font toujours un plus de ce que nous faisons. On se trouve dans cette situation. On se trouve dans des situations où on se dit, moi le petit gamin de Villars, là, que j'avais le doigt dans la bouche et que des fois sur la place je me faisais caca dans le pantalon, me voilà, me voilà dans cette situation. Il ne faut pas que je fasse caca à ce moment. Non mais voilà, parce qu'on reste toujours le petit garçon. En même temps, on reste toujours le petit garçon que, voilà, ça nous tombe dessus et puis il faut le faire parce qu'on est responsable, mais... Et on a peut-être fait quelque chose pour cela. On a peut-être voulu ça. Oui, probablement. Probablement. Mais il y a que c'était pas programmé. On n'était pas programmé pour ça. On n'était vraiment pas programmé pour... Moi, en faisant mes trucs dans les rues pendant des années, je jamais pensé que je serais un jour arrivé à l'académie. Tu vois, c'est surréaliste. Ouais, c'est sûr. Mais c'est une accumulation, en effet, de responsabilités. Je pense quand j'étais au Chili ou même à Soweto, les choses comme ça, quoi. C'est parce qu'effectivement, on est sollicité par des choses tellement fortes, tellement émouvantes qu'on ne peut pas dire non. On ne peut pas dire non. Et puis en plus, on a envie. Oui, en se disant, mais maman, je sais pas, enfin, je suis trop petit là pour pouvoir rajouter quelque chose là. Ouais. Edmond, oui. Cette image, elle est parlante aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, parce que après avoir fait le Mexique et la Colombie, on se dit, dans la Roya, il se passe des choses folles, quoi. On va sur les frontières. Et puis là, en France, il se passe des choses aussi terribles, enfin terribles, aussi d'humanité, de rapport à l'humanité aussi important que le Mexique, en Colombie. Et donc, on est allé effectivement dans la Roya, où là, bien sûr, il y avait des amis que j'ai rencontrés. Et alors, il dit quoi? Que je veux résister et continuer à rencontrer... Restez là. Hein? Restez là et continuez à rencontrer des gens qui sont humains. Oui. Eh bien, c'est vrai que, oh là là, tellement d'humanité, mais de l'humanité aussi des gens qui aident. C'est ce qui aide ces hommes, ces femmes qui arrivent de l'autre côté de la Méditerranée. Mais c'est vrai qu'ils nous apprennent, on le sait, il y a une telle richesse dans ces gens qui arrivent jusque-là. Il y a une telle richesse que c'est... Le triste, c'est de détruire cette richesse, hein, c'est de toute cette dépense qu'il y a de la police pour les renvoyer en Italie, hein, les hôtels pour qu'ils soient logés, la nourriture, c'est des dépenses énormes tous les jours, hein, de la police. Cet argent, s'il était à faire des écoles, à leur enseigner le français, à les aider, on aurait tout à gagner. On aurait absolument tout à gagner. Mais non, je ne comprends pas. Là c'est des mystères de nos sociétés, de détruire, parce qu'on peut finir par les détruire. On les trouve après à Paris, sur les places. Hein. Donc ça c'est une autre question, hein. C'est aussi de la bande dessinée, c'est aussi de cela. Mais là il t'en tombe les bras, hein, de cette destruction humaine, de cet assassinat d'êtres humains, hein, de force, de force extraordinaire que sont les jeunes gens à travers le monde, quoi, hein. Et qui veulent, qui ont quitté avec l'aide des parents souvent, hein, qui arrivent jusque-là avec l'aide des parents, et alors là,
là, humainement. Là, humainement. Faire le portrait, alors, mais je parle, mais après, faire le portrait de quelqu'un qui arrive. Des fois, j'étais avec, parce qu'il y avait beaucoup, chez Cédric Héroux, des fois, ils étaient 70. Je ne pouvais pas faire le portrait des 70. Hein, et j'étais des fois avec des amis qui me disaient, mais je leur disais, fais le portrait. Tu vas faire le portrait tu vas m'aider, tu vas faire d'autres portraits. Mais je ne sais pas dessiner. Et tu ne sais pas dessiner, mais on s'en fout. Rends-toi compte. Cet homme, cette femme, elle arrive, elle a passé des déserts, elle a passé la Libye souvent, elle a passé la Méditerranée, elle a été violée, même le garçon, il a été violé. Il a passé la Méditerranée, des fois il a vu son ami mourir à travers, passer derrière la flottaison, derrière la surface, quoi. Et voir, on me racontait comment il voyait les yeux de son ami descendre au fond de l'eau, maman. Et ils ont vu tout cela. Et ils avaient l'interdiction de regarder quelqu'un dans les yeux, parce que dans ces situations, même la police française ou italienne, tu ne regardes pas dans les yeux. Hein, donc, et là, ils arrivaient dans un endroit. Ils arrivaient, la veille, ils couraient dans la nature, ils avaient traversé tout cela, et ils tombaient sur un vieux blanc. Et c'est pas facile, quand on est africain, de regarder un homme vieux dans les yeux. Hein, parce que c'est pas poli. Hein, voilà, un vieux, tu ne le regardes pas dans les yeux. Je l'ai appris, parce que je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas me regarder dans les yeux au début. Et puis, quand même, je leur mettais les doigts dans les yeux, comme ça, et puis je mettais les doigts dans les yeux. Alors, ils finissaient par me regarder. Et ils me regardaient. Et à ce moment-là, les larmes commençaient à couler dans leurs yeux. Et je me disais, mais depuis 1 an, 2 ans, certains, 3 ans, quelquefois, plus personne les a regardés. Et moi, je les regarde et je fais leur portrait. Donc, le titre, il était vivant. C'est donné je lui disais, tu es vivant, je te dessine. Et je te donne le dessin. C'était quelque chose d'immense. Et même si le dessin n'est pas bon, là, comme mes amis, même s'il y a 2 yeux et un nez et puis la bouche, ça ne fait rien. Il y a quelqu'un qui les a vus, qui les fait exister. Après ce portrait, ils allaient le mettre dans le sac. Très vite, le portrait allait être abîmé. Hein, voilà, la pluie, ils dorment dessus. Mais ils le photographiaient. Ils avaient tous... et voilà. Hein, j'existe, quelqu'un m'a vu. Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est extraordinaire. Ça dépasse tout, là. Très beau. Ça dépasse tout. Mais voilà, on touche ces choses-là. On touche ces choses-là comme tu l'as touché à Napoli, comme tu l'as touché en Algérie, avec Odem, avec cette affiche, ce que tu mets là. Et que... Oui, c'est quand... Moi, c'est un peu différent. Là, c'est quand je colle les choses que je suis dans l'écoute. Que les choses se passent là. Hein, qu'il y a quelque chose qui se passe avec la population. Oui, parce que ces choses... Non, mais là, du coup, tout ce que tu fais est tellement sensible, tellement... que je ne vais pas me démarrer à parler de ce que je fais moi. Oh là là, je dis c'est du mémoire. Je trouve ça très bien. Ah bah, je pense. C'est du mémoire. C'est du mémoire. L'expérience n'est pas... Ouais, c'est vrai. Je ne peux pas me mettre à raconter un effet que quand je... Oui, vas-y, dis. Ça me démontre. Non, parce que c'est pas du mémoire. Bon, je ne sais pas comment le placer comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, les choses je dis les choses très vécues comme ça. Oui, j'en ai tout le temps, bien sûr. Bien sûr. Alors. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, tout à l'heure, je parlais du Chili. Au Chili, m'est arrivé ça. Je dis ça parce que c'était très beau, mais c'est. Je suis allé travailler au Chili du temps de Pinochet à la demande de camarades chiliens qui se sentaient isolés. Et donc, je suis allé réanimer un atelier qui avait fermé
à cause de la dictature, j'ai animé un atelier où on imprimait des affiches, des trucs la nuit, des choses comme ça. Et on est arrivé, à propos de ce que je disais tout à l'heure, en saisissant l'image des poètes, Pablo Neruda incarne le Chili. Il y a une poétesse allemande qui s'appelle Srimater qui a écrit un poème comme ça qui dit « Les poètes font leur pays ». Elle dit « Que serions-nous du Chili sans Pablo Neruda ?» Lui-même, il est la cordillère presque, quoi. Il est tout ça, quoi. Il est la résistance et tout ça. Donc j'avais fait une image de Pablo Neruda avec un poncho parce que ça permettait à d'autres personnes d'intervenir dessus, sur cette image, tout ça. Et je suis allé repérer dans Santiago les endroits où on devait coller rapidement. Et j'avais décidé de coller en face de la maison de Pablo Neruda, à Bella Vista, là, dans Santiago. Et là, ils me disent, on ne peut pas coller là sans le dire à Mathilde, sans le montrer à sa compagne, quoi, voilà. Et donc, j'ai dit, oui, bien sûr, c'est vrai. Donc, il m'amène à la maison de Pablo Neruda, mais c'est là que je découvre que Mathilde Neruda devait être un peu sévère, un peu. Il sonne, il dit, c'est notre camarade français, il a fait un dessin, on te laisse, et il se casse. donc je me trouve cette femme magnifique, comme ça, très... Elle ressemble, elle avait un côté un peu Irène Papas, vous voyez, comme ça, grave et tout ça. Elle me fait rentrer. Je rentre dans la salle où tout avait été cassé par les fascistes. Vous savez, Pablo Neruda a collectionné plein de choses artisanales, tout avait été brisé. La salle était toute vide. Je déroule mon dessin, qui a été le fruit de beaucoup de discussions avant, dans l'atelier collectif et tout ça. Je découle mon dessin. Moi, j'étais à un bout de la table, Mathilde à l'autre. Et puis, elle reste longtemps silencieuse et puis elle dit « Pablo n'était jamais comme ça. » Vraiment le truc, c'est vraiment très dur. Voilà. Alors vous vous doutez, je ne savais plus quoi dire. Et je vous assure, sinon je ne raconterai pas, bien sûr. Et puis elle faisait comme ça. Et puis et en français, doucement, elle dit « Mais vous avez raison. Vous avez raison. Maintenant, il serait comme ça. » Elle dit grave et résolu. Incroyable. Puis elle vient, elle m'embrasse. Elle me dit, je vous ai dit qu'il n'était jamais comme ça parce qu'il riait toujours. Vous savez, quand on nous a jeté de France, en montant dans le bateau, il a dit champagne pour tout le monde. Vous voyez, il riait. Et là, vous l'avez fait tellement grave, mais c'est vrai, il y a le fascisme. C'était là, ça c'était impressionnant. Cette femme, c'était un moment incroyable. Il faut que je trouve un truc pour arriver au niveau. Oh là là, niveau. Tu vois pas ce que tu fais dans le monde, pour moi, c'est l'artiste, mais pour des raisons qui m'échappent, pour moi, tu es un des plus grands. Parce qu'il n'y a pas plus grand, mais un des plus grands au monde actuel. On est tous les autres très grands. On a beaucoup de choses en commun. On a un grand plaisir, tous les deux, avec beaucoup de densité d'attention à dessiner des femmes. Ouais. Et on a un autre truc. J'ai travaillé au Patriote quand Ernest est parti du Patriote. Il y a plein de trucs. Absolument. J'ai pris sa place au Patriote. Oui, j'ai cité Louis Braun. Moi, c'est Georges Tabarot qui m'avait sollicité quand le quotidien a disparu. Il était passé me voir. Il m'avait dit j'ai 5 filles, ou 4, je ne sais plus, il y en avait beaucoup. Et vous vous rappelez. Et il m'avait dit elles ont toutes des affiches à vous dans leur chambre. Est-ce que vous voulez travailler avec nous? Voilà. Et moi, je n'avais pas de lien avec les communistes, pas du tout. J'avais une idée un peu comme ça, un peu monolithique et tout. Je suis allé donc aux réunions de rédaction du Patriote où tout le monde s'engueulait tout le temps. Des accords tout le temps. Il y avait Antoine Otavi et tous les gens. C'était extraordinaire. J'ai dit, c'est d'une vie. Ça a été une très très belle expérience pour moi. Vraiment, de faire une image chaque semaine à partir du comité de rédaction et tout, ça a été une très grande expérience. Donc, le Patriote nous a fait tous les deux.
poser des questions. À tour de rôle, vous levez la main et vous dites à qui vous voulez poser la question. Alors, qui veut commencer? Sur leur trajet, sur leur dessin. Quand même, c'est bon. Là-haut. Là-haut, il là-haut. lève le doigt. Regarde. Oh, il y en a plein qui lèvent le doigt. Oh là là. C'est pour l'indiquer. Merci. Merci pour cette conférence. Vous avez évoqué tout à l'heure l'émission de la Grande Librairie hier soir. Et j'ai une question toute simple qui s'adresse à tous les deux. C'est est-ce que vous vous considérez comme des transfuges de classe? Ouais, moi je crois. Enfin, moi je me sens, puisqu'il y avait Ariane Ascaride, je me sens très, c'est une grande amie, je suis très proche. Ouais, en effet, Annie Arnaud et des gens comme ça, effectivement, sont des références pour moi. Ouais, tout à fait. Nous, on a été, ouais, moi j'ai sur beaucoup, enfin sur. Ouais. J'interviens en général avec des positions de classe. Ouais. Je sais que j'ai été victime de discrimination culturelle, ouais, vraiment. Parce que je suis né dans ce milieu, absolument. Ouais, absolument, et donc je le vis comme ça, et je sais qu'on était des... C'est Philippe Bordas qui dit bien dans un de ses livres, on était des chairs à CAP. On était destinés à l'école technique, sans perspective, tout ça, quoi, vraiment. Donc, oui, tout à fait. Non, mais voilà. Mais ça dépend ce qu'on entend transfuge, parce que je suis toujours le petit gamin de Villars-sur-Bar, ou de Nice, du quartier Riquet. Je suis en même temps, voilà. Et en même temps, je côtoie des gens comme ça, et en même temps, eh bien, je ne me sens pas plus que ce que j'étais. Oui, en disant transfuge, ça ne veut pas dire qu'on a quitté. Ariane l'expliquait très bien, Ariane Ascaride, hier soir. Voilà. On est toujours ceux-là. Moi, je suis à l'Académie, je suis abonné aux Patriotes. Et aux Sorgentines. Bon, je voulais remercier Edmond et Ernest et pour dire aussi, témoigner qu'ils sont toujours responsables. Ces derniers temps encore, je peux en donner un petit témoignage parce que je me suis occupée de défendre Pinar Selek, la Turque, qui vient de recevoir d'Erdogan un mandat d'arrêt international pour la mettre en prison, tout simplement parce qu'elle a fait une thèse sur les Arméniens. Pourquoi c'est l'Arménien et depuis, donc elle a 51 ans, depuis 25 ans, on l'a fait persécuter dans son pays, mis en prison, torturée. Je ne sais pas si vous êtes au courant, donc je ne développe pas. Mais elle est à Nice, elle a sa nationalité française. Elle travaille là tout près, justement, à Saint-Jean-d'Angély, et elle est à la fac de soutien anti-police. Et donc elle est menacée, donc on est en prison, etc. Donc ça m'a tellement révolté, j'ai lu ces mémoires, ces interviews qui sont vraiment d'un courage et d'une authenticité, d'une simplicité extraordinaire. Donc pour la soutenir, je demande à Edmond et à Ernest s'ils ne veulent pas faire quelque chose et être pris comme ils sont. Et bon, étant moi une petite modeste militante, ils m'ont répondu et ils ont fait des dessins tout récemment pour lui offrir, pour soutenir son moral, etc. Et bien, je les remercie. Merci pour votre effort. Vous avez parlé de responsabilité. Est-ce qu'on peut parler d'engagement, de courage? Est-ce que vous avez, à un moment ou à un autre, subi des pressions, des intimidations?
Parce que c'est plus que de la responsabilité. Il est probable que dans la profession, dans le monde de l'art, il y a des choses dont je pourrais citer, dont j'ai été exclu à cause de positions politiques. C'est indiscutable. J'ai des trucs très précis, des causes collectives dans lesquelles on m'a enlevé, ou des choses comme ça. Oui, bien entendu, oui, c'est vrai. Mais ce thème de l'engagement, quand il s'agit de nos pratiques de l'art, il faut qu'on fasse gaffe. Moi, je ne veux pas qu'on me catalogue dans les artistes engagés. Je veux dire, l'engagement dans mon travail, il est autant quand je colle l'image d'un poète que quand je fais un travail sur l'apartheid et tout ça. Il est dans la forme d'intervention, dans la fragilité du papier que je mets dans la rue, dans une attitude à l'égard de la réalité. Vous voyez, donc même si je mets l'image de Rimbaud, c'est pas engagé comme ce que j'ai fait sur le travail, sur l'avortement, sur le racisme. C'est dans la pratique artistique, quoi, vous voyez, je veux dire, c'est pas un engagement toujours explicite, c'est pas faire des images engagées, quoi, voilà. C'est une attitude, c'est le mode d'intervention par rapport au réel que j'ai développé, c'est ça, ça naît, comment dire, moi, j'ai une anecdote. Je ne vais pas me faire des amis, là, mais j'ai une anecdote. Il y a quelques années, on fait un film sur moi. Laetitia Carton fait un film sur moi qui passe en salle. Un film qui a été distribué. Et il ne passe pas au Mercury. Mais je m'étonne comme ça, mais je me dis, ça veut, voilà, les gens... Mercury, là, à côté, là. Les gens de Nice, du Mercury, n'ont pas aimé le film, quoi. Hein. Par contre, je suis invité à Beau Soleil, une salle qui est à Beau Soleil. Et donc, je vais à Beau Soleil, puisque je faisais une tournée avec ce film, qui n'était pas moi qui l'avais fait, mais que... Et là, à Beau Soleil, au patron de la salle, je dis, je suis étonné que, quand même, que je passe pas à Nice, quoi, que le film passe pas à Nice. Il me dit, ah mais tu sais pas, c'est impossible. J'ai dit, comment c'est impossible, enfin. Eh bien, Ciotti, si le Mercury te passe, il donne plus le sou. Tu te dis, là, bon sang, comment la droite, donc en l'occurrence, la haine de la droite peut être à ce point, aussi bête, à ce point. Voilà. Donc oui, ça existe. Mais à propos de son film, je dois dire, ça n'a rien à voir avec l'engagement, c'est que je me souviens être passé à la Fontaine Saint-Michel et voir Edmond sur la façade d'un cinéma du boulevard Saint-Michel, ça fait plaisir. Non mais vraiment, c'est pas ça. C'est formidable, quoi. Vraiment, je suis passé, je dis vraiment, en effet, j'ai pensé au mec de Riquier qui se trouve comme ça, voilà. Bonsoir. Moi j'ai une question pour Ernest. Le collage dans les rues depuis 1974, il était fait de manière non déclarée, je suppose, en tout cas le premier. Et est-ce qu'aujourd'hui les conditions de collage nocturne comme ça ont changé? Non, moi tout ce que je fais, tous les travaux qui passent là, sont tous dus à mon initiative et sans jamais demander d'autorisation. Jamais. Si on demande des autorisations, on ne l'obtient pas. Et ça, pour tout, même les images de Pasolini que j'ai collées, les institutions culturelles françaises à Rome ont entendu que je faisais ça. Maintenant, comme je suis un peu connu, c'était dans des livres, il était passé à la télé, ils m'ont fait dire qu'ils pouvaient m'accueillir, quoi. Qu'ils ont des pioles à la Villa Médicis, tout ça. Mais comme ça, tu déconnes pas, tu colles pas sur les églises, tu vois, tout de suite. Tout de suite, c'est vrai. Donc, tout ce que je fais en sorte ouais, je ne demande pas de subvention et pas d'autorisation. Voilà. Est-ce que c'est devenu plus difficile depuis 1974 avec les ouais, en même temps, il y a longtemps que je n'ai pas connu des choses en France, parce que cette mode
qu'il appelle avec les guillemets street art, fausse un peu les choses. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Et ça brouille un peu les choses. Donc voilà. Parce que les gens du street art, quand on les écoute de fois à la radio, ils diraient qu'ils ont fait la résistance. Quoi. Il ne faut pas déconner. Je veux dire, quand moi j'ai été arrêté 50 fois, enfin, on discute, c'est pas. Voilà, au Chili, où j'ai collé des images en Israël sur les maisons que l'armée venait de détruire, quand j'ai travaillé sur Mahmoud Darwish, il ne fallait pas se faire choper. Et ça, c'était peut-être plus délicat. Ou même au Chili, peut-être, on a fait très attention. Mais en France, si on est arrêté, ça fait perdre quelques heures de discussion. Quoi. Non, c'est vrai, il faut parler normalement. Moi, je fais du travail culturel. J'ai arrêté quand je collais Robert Desnos. Le flic vient, je descends, j'étais sur une échelle. Je dis, vous savez, c'est Robert Desnos, votre fils apprend sûrement une fourmi du 18 mai. Je viens lui raconter tout ça. Et vous voyez, si vous parlez normalement, culturellement, tout ça, ils ne savent plus quoi. Ils sont très embêtés. Donc c'est pas. Voilà. Non, mais en France, je n'ai pas fait. J'ai eu des problèmes. À Alger, j'ai été arrêté, à un moment, ça a été très dur. À Alger, je mettais les images de Maurice Audin, au tunnel de faculté, là où il a enseigné. J'ai été arrêté par 2 gendarmes, mais j'étais tout seul comme ça à coller, quoi, et avec un appareil photo. Donc les gendarmes viennent et veulent me prendre l'appareil de photo, mais c'était 2 types qui avaient 20 ans, quoi, 22 ans, des gendarmes d'Algérie. Et moi, j'ai profité de mon âge et je sais pas, d'avoir fait le service militaire. Je lui dis, je ne vous parle pas, vous appelez votre chef, comme ça. Et ils ont 20 ans, j'étais vieux. Il y en a un qui part et revient avec un caporal-chef, pareil. À peine il arrive, je lui dis, moi je ne vous parle pas, vous allez me ça. Mais dans Alger, je ne sais pas si vous connaissez, au bout de 10 minutes, il y a 50-100 personnes. Tu vois? Et donc on a attendu là, c'était très tendu. Il y avait des gens hostiles et tout ça. Et il est arrivé un capitaine, il est arrivé une jeep avec un capitaine, vous voyez, je reconnais le tout. Et il arrive, il dit qu'est-ce qui se passe, il parlait bien français. Qu'est-ce qui se passe? Je dis je fais un hommage à Maurice Audin. Il me dit je vous remercie de saluer ce martyr de notre révolution. Continuez, je vais expliquer. Donc ça fait des moments comme ça qui sont très beaux. Mais c'était pas évident, j'étais bien tombé. Micro. Pardon, Attends. Attendez d'avoir le micro pour parler, sinon on ne vous entend pas. Et on ne peut pas enregistrer. Oui, simplement, je sais que vous avez tous les deux travaillé sur Naples ou à Naples. J'ai notamment vu Baudouin, alors je ne parle pas sur les dessins d'Edmond et d'Ernest, mais Edmond, dans une des romans graphiques, il y a 2 vues de Naples et de Nice qui sont mises en parallèle, en perspective. Et j'aimerais bien que vous me parliez de cette attirance pour Naples, vous en tant que Niçois. Il paraît que dans le temps, moi je connais beaucoup moins bien l'histoire que Ernest, des choses, mais qu'il y avait Naples, Nice, Barcelone, qu'il y avait comme ça un lien de réalité, de commerce, de quelque chose, et même de langage. Et c'est vrai que les villes de la Méditerranée seraient intéressantes, toutes, alors, à analyser avec le dessin, avec la manière dont les rues sont faites. Nice, Nice était italienne jusqu'en 1860, mais de tout ce rapport. Tu prends des risques. L'Italie, c'était pas l'Italie. Ah oui, je prends des risques. C'était pas l'Italie. Oui. Bon, mais en tout cas, je veux dire qu'il y avait des liens. Quand une fois, je dis ça parce qu'une fois, j'ai eu à faire un travail sur Alexandrie. Alexandrie, c'est en Égypte.
Et ma première idée, après ça s'est transformé parce qu'Alexandrie, il s'est passé autre chose, mais ma première idée, c'était le rapport d'Alexandrie, ville de la Méditerranée, avec Nice. Hein, parce qu'il y a des rapports, je veux dire, la manière dont les volets sont faits, les volets avec pour se protéger du soleil. Hein, des choses aussi simples que ça, hein, de l'architecture. C'est vrai qu'Alexandrie, moi j'ai eu le prix de la Biennale d'Alexandrie d'ailleurs, avec un dessin sur le quatuor d'Alexandrie, de Laurence Durel. Oui. Voilà. Mais c'est vrai, tu as raison. Donc on peut travailler sur ces questions-là, de toutes les villes de la Méditerranée, et ça serait intéressant, au point de vue architecture, mais du passage de la culture dans l'architecture. Pour Naples, pour moi, en effet, on m'a souvent demandé pourquoi je n'ai pas fait d'autres interventions dans Nice à part l'apartheid. J'ai besoin de distance, de recul. Naples, c'est une espèce de Nice exacerbée, quoi. On a la même histoire. Les Grecs, les Romains, on a la même histoire au monde chrétien, tout ça, mais plus intense là-bas, quoi. Et au fond, tout ce que j'aurais pu faire pour interroger ce qui fonde ma culture, je l'ai fait à Naples, au fond. Ce qui m'a amené à lire les évangiles ou les exercices spirituels, tout ça, c'est en interrogeant la ville de Naples. Ouais. Effectivement, j'y ai souvent pensé, ce sont nos cousins, hein, c'est très proche. Hein. Il y a beaucoup de choses en commun. Sinon que la ville est moins tournée vers la main que Nice. Ouais. Que Nice, de tout temps. Puisqu'on est sur la Méditerranée, les villes de la Méditerranée, pour Edmond, pourquoi Alep? Pourquoi Alep. Pourquoi Alep? Alep. Ah là, c'est cette ville, Alep, là, c'est... Je suis pour rien. On m'a simplement faire des portraits comme j'ai fait. Des gens de Alep veulent que j'aille faire les portraits des gens de Alep. Voilà. Et l'avion m'arrêter à Beyrouth, parce que c'est pas possible d'aller plus loin, et puis on va me prendre à Beyrouth, me faire aller à Damas, et puis Homs, et puis Palmyre, ou Palmyre et Homs, et à Alep après. Mais là, je vais rencontrer des gens. Il y en a des gens importants qui ont été torturés ou machin, un truc, mais c'est tout. Là, j'ai rien fait, là. Et puis je vais rencontrer de la population. Mais il va falloir que je ne dorme pas, quoi, que je travaille le jour et la nuit, quoi. Mais non, là, je suis pour rien. C'est parce que, mais comme toi, c'est parce que j'ai fait tout ce que j'ai fait que des gens de Syrie veulent que j'aille en Syrie. Alors, monsieur. Oui. J'ai une question qui me taraude en vous écoutant. D'un côté, Edmond Baudouin a une trace à travers ses livres, et vous, Ernest Ernest, je me pose la question de vos œuvres éphémères, c'est-à-dire que deviennent ces magnifiques dessins que vous collez sur les murs. Voilà. Ouais. Ben, le caractère éphémère, c'est pas une séquelle, hein. Vous voyez, c'est pas « oh c'est dommage, ça va disparaître ». Ça fait partie de mon projet. Je veux dire que si mes images ont ému à un moment, leur disparition fait partie de cette émotion, fait partie du projet. Vous voyez, je l'ai compris la première fois en 77 en collant les images d'Arthur Rimbaud. Vous voyez, je me suis dit, ce qu'il y a de plus rien badin dans le projet, c'est qu'elles vont disparaître, que ça ne va pas durer. Vous voyez, que ça passe fulgurant, comme a dit René Char à propos de Rimbaud. Vous voyez, c'est la destruction, la mort annoncée fait partie de mon projet, complètement. Voilà. Et, contribue au sens que portent les images. Ouais.
Et maintenant, après, c'est ambigu, parce que c'est la question que vous posez. Mais j'ai la chance maintenant d'avoir 15 livres sur mon travail. Il y en a 2 autres qui se préparent. Oui, oui, c'est ça, il reste des photos, tout ça. Alors, au début, je voulais pas de photos. Et mettons que je suis moins radical en vieillissant. Sinon que les photos permettent... les photos ont un inconvénient. Une des originalités de ce que je fais, c'est pour un travail graphique, c'est que c'est pas cadré. Les interventions, les images que je mets sont pensées dans l'espace de la ville, dans une certaine dynamique. Vous voyez, quand on intervient dans la ville, on prend en compte l'espace, l'histoire, voilà. Donc je ne voulais pas qu'on les cadre. Si on les cadre, ça faisait un objet graphiquement plus banal. Donc c'est un inconvénient. L'avantage qu'il y a eu avec les photos, c'est que je traînais un malentendu. Les gens considéraient, en parlant d'œuvre à propos de mon travail, considéraient que c'était le dessin. Et le dessin n'est pas l'œuvre. L'œuvre, pour un travail comme le mien, c'est ce que va provoquer le dessin au moment où on le voit, dans l'espace où on le voit. Vous voyez ? Donc l'œuvre, elle a des fois des résonances poétiques, des fois politiques, des fois anthropologiques, vous voyez, ou sociologiques selon les thèmes traités. Et l'œuvre, c'est cette conjonction, c'est cette interaction entre la réalité que j'ai saisie et la fiction que je viens glisser qui vient la perturber. Alors, quelquefois la conforter, exacerber son potentiel, ou au contraire la mettre en cause. Vous voyez, je veux dire. Et l'œuvre. Et donc, avec les photos, j'ai pu affirmer ça. C'est-à-dire, quand je cadre mes photos, je montre que l'œuvre, c'est pas mon dessin, c'est la. Une fois, j'ai entendu François Chang, le grand poète chinois, il disait « Le plus important que les choses, ce sont les relations qu'elles entretiennent avec ce qu'elles ont autour. » Mais tout mon travail est bâti là-dessus. La richesse éventuelle de mes travaux repose sur la richesse que j'arrive à créer entre le lieu et cette fiction que je viens mettre dedans. Vous voyez, et le rôle que ça joue. Voilà. Donc, il reste des photos. Et quand même, ça peut, tu vois, ce dessin, cette affiche, puisque tu dis affiche, toi. Hein, oui, non, je ne dis pas affiche. Tu dis pas affiche. Non, parce que c'est le contraire des affiches. C'est-à-dire, j'ai vécu en faisant des affiches. Quand on fait une affiche, on essaie de nier tout ce qu'il y a autour. On fait une image qui doit occulter ce qu'il y a autour. Mes images, c'est exactement le contraire. Ça a les signes extérieurs d'une affiche, mais c'est le fonctionnement inverse, totalement. Ça n'existe que dans la relation de ce qu'il y a autour. C'est pour ça que je n'aime pas, quand on dit affiche, je me dis, ils n'ont pas compris. Bon, eh bien, cette photo-là, elle est éphémère, effectivement, mais tout ce qu'il y a autour est éphémère aussi. Voilà. C'est une maison à Jérusalem-Est que l'armée vient d'exploser. Elle était collée aussi avec des poèmes de Darwish qui dit « On tue les maisons comme on tue les hommes ». Voilà, c'est un magnifique poème. Moi j'avais une question en dehors de est-ce qu'il y a de la place dans vos valises pour aller à Alep. Mais vous avez dit plusieurs fois, c'est Edmond, du coup je pose cette question, vous avez dit plusieurs fois je refais 8 fois. Oui. Et je me dis 8 c'est quoi? C'est un talisman ou c'est au début vous faisiez 20 et puis maintenant vous êtes à 8 et puis dans 5 ans vous serez à 5? C'est vrai, vous avez raison. Maintenant il y a presque plus. Et puis comment vous dire cela? Dans ma manière de travailler, là, avant je voulais m'appliquer. Parce que même si je ne faisais pas de la bande dessinée comme mes copains, je me disais, le lecteur de bande dessinée ne va pas comprendre le premier dessin. Hein, et puis, petit à petit, faisant des livres, je rencontrais des lecteurs qui me disaient « Oh, dans ce livre, il y a une page, il y a un dessin que j'aime. » Et ils me montraient un dessin que j'avais justement lâché comme ça. Alors, les lecteurs nous apprennent. Hein, nous disent des choses, les libraires nous disent des choses. Et effectivement, maintenant, il m'arrive de travailler directement sur la page. Vous avez raison, je fais moins de dessins qu'avant.
c'est en vieillissant. Moi aussi, j'ai mis à ma dernière exposition des dessins que je n'avais jamais exposés, qui sont des esquisses un peu laborieuses, des tâtonnements et tout. Et je me suis rendu compte que les gens s'attardent bien plus là-dessus que sur les autres que j'ai beaucoup travaillé, quoi, vraiment. Voilà. Et moi, c'est particulier parce que quand on fait des citations, c'est délicat, quoi. Vous voyez, je ne peux pas faire une citation de Caravage avec un dessin pourri, quoi. Donc ça m'a obligé à une espèce de travail très fini, quelquefois, qui est dommage, quoi. Non, mais c'est... Moi j'ai une question pour Ernest Pigneux-Ernest. Est-ce que ce sont vos œuvres qui sont faites en pensant au voyage, ou est-ce que c'est le voyage qui va créer votre œuvre quand vous faites votre collage? Est-ce que le collage est fait en amont, ou est-ce que vous choisissez d'aller dans un pays et c'est le pays qui va inspirer votre œuvre et ensuite le collage? Bien sûr, bien sûr. Je fais rien en amont. Hein. Comment vous dire, je suis allé à Naples parce que j'avais fait, parce que j'y pense, parce qu'il est passé les photos, parce que j'avais fait dans les arbres, j'avais travaillé avec des scientifiques. Et j'avais fait ce constat que j'avais fait des personnages, on a vu dans les arbres tout à l'heure, qui étaient constitués de cellules végétales et des sculptures. Et je me suis rendu compte que dans toutes les mythologies du monde, il y a des hommes, des femmes qui deviennent des végétaux, comme Narcisse ou Daphné, vous voyez, tout ça. Et j'avais travaillé là, à Cadarache, dans un centre de biotechnologie complètement en pointe des sciences du XXe siècle, même du XXIe, parce qu'on utilise ça à peine maintenant, et qu'en fait, j'avais répété un des mythes les plus vieux de l'histoire de l'humanité, quoi. Vous voyez, une espèce de Monsieur Jourdain, quoi. Je faisais un truc complètement en pointe de la biotechnologie, je répétais un mythe comme ça, et sans y avoir vraiment pensé. Et ça m'avait amené à cette réflexion que le manque de culture religieuse, c'était vraiment un manque quand on travaille sur l'image. Vous voyez, je veux dire, et surtout dans cette sphère. Je suis ravi d'être, moi je suis tout à fait incroyant, mais je me réjouis d'être né dans cette sphère du monde chrétien, parce que le dogme de l'incarnation pour un peintre qui travaille sur le corps, c'est une grande chance. Voilà. Et donc, c'est pour répondre à votre question. Donc, à la suite de cette réflexion, je m'étais dit, il faudrait que je trouve un lieu pour interroger ces mythes comme ça. Et c'est comme ça que je suis allé à Naples. Parce que vos œuvres sont quand même relativement grandes. Donc là, je reprends la photo de Jérusalem. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller à Jérusalem ou ailleurs? Non, c'était une interrogation sur la Palestine, sur la poésie de Mahmoud Darwish, comment l'incarner dans les lieux d'où elle est née, quoi, si vous voulez. Bon, après, une question toute bête, où est-ce que vous dessinez? Comment? Une question toute bête, où est-ce que vous dessinez quand vous arrivez à Jérusalem ou ailleurs? En fait, ça a été très particulier. C'est une anecdote toujours. Un jour, il y a Olivier Puy, vous vous rappelez, qui dirigeait le Festival d'Avignon. Il m'appelle, il me dit, il y a Mahmoud Darwish chez moi, il décolle pas de ses livres depuis hier soir, il veut te rencontrer. Je lui dis, mais moi je suis allé l'écouter tous les jours. Il était à l'Odéon, à la Maison de la Poésie. Et il me dit, il veut te voir. Et je lui dis, mais quand il veut? Il dit, on arrive tout de suite. Donc ils sont arrivés avec Elias Samba, qui était l'ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO. Et Darwish, d'abord il est étonné dans mon atelier, il rentre, il voit le Rimbaud, il me dit, c'est toi qui as fait ça? Mais tout le monde connaît cette image de Rimbaud, je l'ai moi à Ramallah. Donc déjà, ça m'a fait plaisir. Et pour moi, c'est un des plus grands poètes contemporains, hein, avec Adonis et quelques... il me dit, viens travailler avec moi à Ramallah. Je lui dis, quand tu veux. Je lui dis, tu me dis, je viens travailler. C'était même un cadeau, quoi, vous voyez. Et donc, je me prépare à aller là-bas, j'obtiens un studio à Ramallah, et quand vous le savez, il est mort dans une opération. Son médecin à Paris n'a pas voulu l'opérer, il est allé se faire opérer aux États-Unis, il est mort pendant l'opération. Et donc, je me suis retrouvé à Ramallah à l'attendre, voilà. Et comme il avait aimé cette image de Rimbaud, je me suis dit, je vais faire pareil pour lui. Et j'ai fait cette image de lui, là-bas, et que j'ai collé de Ramallah jusqu'à Gaza, voilà, dans des lieux qui avaient un rapport avec son œuvre. Voilà.
Il y a peut-être encore une question, mais ce sera la dernière parce que l'heure nous oblige à écourter. Oui, c'est une question pour Ernest. En fait, je rapproche beaucoup votre œuvre de celle de Christo. Et Christo aussi a été un artiste d'éphémère pendant toute sa vie. Et vous savez que les dernières années, ils avaient un grand projet avec sa femme de faire quelque chose qui serait non seulement pas du tout éphémère, mais en plus énorme, et qui serait vu de la Lune. Et donc ma question c'est, est-ce que vous avez un truc en tête éventuellement qui puisse rester peut-être sur Mars? Non, j'avais rencontré Christo quand il a fait le Pont Neuf, il m'avait téléphoné, et quelquefois on a été exposé. Il y a une petite similitude au fond, dans un certain sens. D'abord que nos interventions sont payées par nos dessins préparatoires. Parce que pour ne pas dépendre des institutions, moi, si je vais, quand je pars coller en Afrique du Sud, c'est parce que j'ai vendu des dessins de Naples. Vous voyez, donc, et Christo a payé toutes ses interventions comme ça, pour ne pas dépendre des organismes publics, par ces dessins préparatoires. Et en effet, c'était quelque chose de cet ordre. Mais vous nous laissez le Garibaldi de la station de train. Ah, oui, là c'est une transgression. Non, mais il n'y a pas de raison. Moi, je ne suis pas un fanatique des choses éphémères. Vous comprenez, l'éphémère fait partie de ma proposition. Je travaille beaucoup là-dessus, sur cette fragilité. Je l'accentue parce que quelquefois, ce sont de très grands dessins qui sont collés, pas des sérigraphies. Je joue beaucoup là-dessus. Voilà. Par contre, la station, donc, vous savez, il y a 12 stations. On m'a proposé. D'ailleurs, j'aurais pas eu la station Garibaldi, j'aurais pas fait déjà. Vous voyez, c'est parce que elle est à 100 mètres de la maison natale de ma mère, que derrière l'église, mes parents sont mariés derrière, c'est celle où Garibaldi a été baptisé, c'est mon quartier, quoi. Donc, cette idée que la station, elle est à l'origine, je ne suis pas un grand historien, on dit que les Grecs fondent Nice sur la colline du château. Donc, au fond, la station, elle est là où les Grecs ont fondé la ville. Pardon. Non, mais je trouve magnifique qu'en surface, il y a la statue de Garibaldi adulte, et comme des strates d'archéologie, on descend le temps et on trouve Garibaldi enfant. J'ai fait un peu ça parce que, donc déjà, c'était absurde que je fasse un autre Garibaldi, il y a l'autre qui est là. J'avais beaucoup étudié le précédent. Je lis déjà, donc je me dis, la fondation de la ville, on dit que le nom de Nice, il y a des discussions là-dessus. Mais moi, ça me plaisait bien de faire référence à la Grèce plutôt que toujours aux catholiques et tout ça. Donc, faire référence à la Grèce pour la fondation de la ville, ça me plaisait bien. Que le nom vienne de la déesse Niké. Donc, je cherche toutes les représentations de cette déesse. Et la plus belle, c'est la Samothrace. Donc, je vais au Louvre et je vois qu'en discutant, je peux avoir une copie. C'est un très beau moulage, c'est un nouveau moulage, complètement nouveau, magnifique, comme ça. Et puis, Garibaldi, petit voyou, quoi. Je veux dire que quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent, j'ai acheté des Nice historiques, quand il y avait encore le paillon, les trucs sur le paillon. Et j'avais un paquet de Nice historiques, j'en ai un où ce sont ces enseignants qui disent on ne pouvait rien lui apprendre, il pensait qu'à courir sur les mains. Voilà. À 13 ans, il vole un bateau. Avec 3 copains, vous voyez, c'est un petit voyou, quoi, fait toute sa vie, enfin, chef de bande. Voilà. Ça me plaisait bien, et je me suis dit, je vais les faire comme ça, provocateur, qui a grimpé sur la déesse, il a un pied sur un sein, quoi, vous voyez, voilà. Comme j'ai connu les loups du quartier, il y en avait un qui s'appelait Betchou, pour les gens comme mon âge, ils se rappellent de lui, voilà. C'était un hommage à Betchou, c'était un mec de la ruelle des Marolières, qui était un copain qui était à l'école avec moi, un cacou. Propre le cacou. Et voilà, et j'ai fait ça, mais par contre, j'avais eu, quand ils m'ont dit que la station était 25 mètres sous terre, je me suis dit, c'est pas possible qu'on ne voit pas la mer. Et donc, la première idée, c'est l'écran. Voilà. Donc, il y a une caméra sur le port. Voilà. Je voulais évoquer ça. J'ai fait des choses avec Betchou aussi. Pas très légales.
On veut savoir. Une dernière question. Tu te rappelles de Betch? Oui. C'est un hommage à Betch. C'était mon On vous remercie pour toutes les questions. On remercie Edmond et Ernest. Rabelais disait « Je ne bâtis que pierre vide, ce sont hommes ». Eh bien, je crois que ce qu'ils nous ont dit ce soir, c'était tout à fait ça.